Bonsoir à toutes, à tous. 13e rendez-vous, hein, ça fait un moment qu'on se connaît. 13e rendez-vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir si nombreux à notre 13e rendez-vous. Quand nous sommes ensemble, réunis, il faut ne jamais oublier de remercier les gens qui permettent ces rencontres. Parce que quand les décideurs ne veulent pas qu'il y ait de rencontres, il n'y a pas de rencontres. Ou n'approuvent pas les rencontres, ou ne fournissent pas tous les moyens à ces rencontres, il n'y en a pas. Et donc je n'oublierai jamais que lorsqu'il y a des rencontres publiques, il y a des gens qui ont œuvré beaucoup pour qu'elles aient lieu. Ça demande des efforts, etc. Donc, monsieur le maire, merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci aux équipes municipales. Beaucoup de gens travaillent pour que ces rencontres aient lieu. Merci au Palais des Congrès qui nous accueille. Et je voulais dire un merci spécial aux libraires. Une ville qui n'a plus de librairie. Je ne sais pas si vous en avez vu, c'est triste. Les libraires sont une profession qui ne gagne pas d'argent. Si vous demandez à quelqu'un, n'importe où dans le monde, pourquoi ouvrez-vous une librairie ou occupez-vous d'une librairie, personne ne va répondre pour devenir riche. Personne. Et donc, les gens qui ont le courage de faire vivre des librairies, des lieux culturels dans des villes, sans gagner beaucoup d'argent, en travaillant beaucoup, ça mérite le respect. Et là aussi, des centres culturels gratuits pour tout le monde, une librairie, on peut consulter les livres, les lire. Et donc je voulais remercier les libraires qui sont en deux qualités. L'engagement, quand on ne fait pas ce métier si on n'est pas engagé, et la fidélité, fidélité à leurs lecteurs. Merci pour les libraires. Je voulais ensuite dire un mot, remercier Karina Ossine, qui est ici, qui est la deuxième personne derrière Antoine Gallimard, celle qui est au sommet de la hiérarchie de Gallimard, qui est la seule maison d'édition française connue dans le monde entier. Merci. Donc nous avons auteurs, éditeurs, librairies, lecteurs et réunions publiques. Voilà ce qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui. Alors, nous allons accueillir une personne que vous connaissez tous. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui sont là pour se dire que cette personne est vraiment célèbre. C'est un des journalistes les mieux informés de la presse française. Il a dirigé les 3 principaux médias écrits pendant 25 ans. Et il a donc écrit un livre que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui s'appelle « Histoire intime de la Ve République ». Alors, ce n'est pas un livre « Histoire de la Ve République », hein. C'est « Histoire intime de la Ve République ». C'est-à-dire que c'est complètement différent d'un livre d'histoire. C'est la rencontre de personnes et de faits avec la personne qui était probablement la mieux informée en France et qui a rencontré toutes les personnes du monde politique, économique, social, culturel pendant 30 ans et qui nous dit la manière dont lui regarde ces personnes, ce qu'il en tire comme admiration ou bien ignorance de leurs qualités et de leurs défauts. C'est-à-dire que c'est comme si vous entriez dans un musée, le début de la Ve République, mais avec un guide qui connaît tous les gens qui sont sur les tableaux du musée. Et ça fait un livre absolument exceptionnel. Je vous le dis comme je le pense. Je le dis rarement parce que c'est rarement le cas. Ce livre est un trésor d'histoire. Et donc, nous allons recevoir François-Olivier Gisbert. Merci.
bonjour. Puis je crois que je suis autorisé à le dire puisque Monsieur le maire m'a dit que c'était une formule du général de Gaulle. Vive Vichy! Je peux vous faire aussi bonsoir Vichy. Il a toujours besoin de citer quelqu'un pour dire ce qu'il pense. C'est ça le secret. Alors bonsoir Vichy, mais en plus vous aimez Vichy, vous dites à tout le monde que Ah oui, avez... c'est magnifique, c'est une ville incroyable. J'ai trop de pied-à-terre, trop de villes que j'aime, etc. Mais c'est vrai que Vichy, ça fait partie. Moi, je fais partie de ces journalistes. Enfin, vous le savez bien, on se vous voit, je crois. C'est ça, c'est mieux. Enfin, en réalité, on se tutoie. Hein. On se tutoie. Oui. On se fait la bise quand on se voit. Moi, j'ai voulu saluer parce que tout ça est un peu hypocrite. Mais enfin, bon, bref, on se tutoie. Bon. Et Vichy, c'est beau. C'est-à-dire, on reste là, on regarde. Alors, c'est un peu dommage, je viens plutôt l'hiver, mais ça fait longtemps que je dis avec ma femme, on va venir passer un week-end ici et visiter. C'est magnifique. Vous avez de la chance, en tout cas. Alors, je vous envie. Bon, enfin, à Marseille, c'est bien aussi. Ouais. Il ne faut pas oublier Marseille. Alors, ça s'appelle La Belle Époque. C'est-à-dire que c'est dans les présidences Pompidou, Giscard. On était jeunes. Jeunes. Pas forcément beaux, mais on était déjà jeunes. Il y avait un air du temps optimiste. Hein. La vie était à nous. On avait deux chevaux pourris et on avait, oui, l'avenir vous appartenait. C'était extraordinaire. Vous écrivez. Ce qui est vrai d'ailleurs. J'ai débarqué à Paris et je me disais le monde est à moi. Quel jeune dit ça aujourd'hui ? Oui, et puis on était fascinés de rencontrer tous ces gens dont on avait entendu parler, qui étaient des personnages importants, soi-disant. Bon, en général, souvent, ils valaient pas un clou, quoi. Donc, on n'avait pas de complexe. Non, mais c'est vrai que c'est une période où on a l'impression que tout était facile et ouvert. Je pense que c'était un peu le phénomène qui existait à la Libération et qui a perduré, finalement, jusqu'à la fin des années 70. Enfin, le premier coup, c'était quand même le choc pétrolier, il faut bien dire. Il y a eu 2 chocs pétroliers terribles, 73 et 1979. Ça, c'est la période des chocs pétroliers. Sauf qu'à l'époque, on avait des gens qui géraient bien, quoi, qui faisaient tout pour gérer au mieux. Justement, des chocs pétroliers, c'était autre chose que ce qui se passe aujourd'hui, qui est plutôt de la roupie de Sansonnet. Et bon, et ça a été géré tout de suite de manière magistrale, il faut bien dire, avec toutes les erreurs, parce que je suis pas non plus... Et je fais pas partie des vieux cons, peut-être c'est ton cas, mais en tout cas qui disent... c'était mieux avant, parce que c'était pas mieux avant, c'est pas vrai. Sur le plan de la santé, on chopait un cancer, il fallait déjà préparer sa concession. Oui. Beaucoup de choses ont changé. On achète une voiture, on sait qu'elle est moins chère qu'elle coûtait à l'époque, et qu'en plus, elle est 100 fois plus sophistiquée. Elle dure plus longtemps. Elle dure plus longtemps, etc. Enfin, tout ça, on le sait. Le niveau de vie des Français a augmenté. Il faut être con comme certains politiciens ou disons, pervers ou hypocrite pour expliquer que le pouvoir d'achat des Français a baissé depuis les années 70. Bien entendu, il a énormément augmenté, ce qui est normal, c'est bien et c'est sain. Il a doublé. Donc, il a doublé. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je suis pas du tout dans... Je suis dans la nostalgie, mais ça c'est normal. À partir d'un certain âge, on aime bien les musiques, les chocs qu'on a reçus quand on était jeunes, Barry Lyndon, etc. C'est pour ça que j'ai mis tout ça dans le livre. Et puis en même temps, c'est vrai que je suis la petite souris qui commence à 20 ans. J'arrive au Nouvel Obs. J'ai commencé mes premiers papiers au Paris-Normandie. 18 ans. J'avais 18 ans. J'allais voir les plus grands, là, les Aragon, Monterland, tout ça, Maurice Genevoix, voilà. Et puis, tous les grands noms. C'était extraordinaire et on faisait des pages entières dans Paris-Normandie. Toutes les portes étaient ouvertes. Et puis j'arrive au Nouvel Obs et puis tout de suite... au bout de 6 mois, enfin, toutes les portes sont ouvertes. Il y avait un sentiment d'ouverture. Aujourd'hui, on a une société qui est beaucoup plus claque-murée qu'elle était à l'époque. Je ne veux pas vous faire rêver, mais faire regretter cette époque, vous les quelques jeunes. Non, il y a beaucoup de jeunes, hein, c'est pas vrai, je plaisante. Mais c'était quand même un moment où tout était possible. Je crois que vraiment c'est la phrase que tu as dite au début, mais c'est ça, tout était possible. Mais en plus, il y avait une atmosphère, hein, les chansons. Les films, Sauter, tous ces films-là. Les films de Sauter, mais c'est des chefs-d'œuvre. C'était formidable. C'est-à-dire, on vivait. On regardait ces films, et on pouvait avoir 4 fois, 5 fois la scène du gigot, là. C'était. Non, mais c'est une grande période. Les journaux, les bouquins. Les bouquins. On lisait des bouquins. Non, mais c'était. Là, c'est vraiment. Je suis désolé pour les jeunes, ça fait vraiment. Congrès de vieux cons, là, ce qu'on est en train de faire, mais c'est vrai qu'il y avait ça.
Il y avait ça, et je dirais surtout, je vais vous aussi. dire, le pire. Et c'est ça, moi, qui me fend le cœur. Parce que moi, sans doute, à cause d'origine, je suis moitié immigré, disons. Je suis quand même né aux États-Unis. Mon père était pas français. Il parlait avec un accent à couper au couteau, mais il adorait la France. Et je suis d'origine immigrée, un peu, enfin, en tout cas à 50%. Le reste Américain, est normand français. pur jus, et français pur jus. Eh bien, je dois dire que c'est très étrange, mais la sensation que j'ai l'impression que l'amour de la France a beaucoup baissé. Et c'est vrai que c'était une époque où il y avait dans toute la classe politique l'amour de la France. Petite scène que forcément tu as connue dans les années 70. Il y avait 2 mecs dans le Val-de-Marne qui se détestaient, qui se tapaient dessus, c'était pas possible. Robert-André Vivien, gaulliste. De temps en temps, il ouvrait sa chemise qui était bardée de cicatrices, c'était comme des décorations, parce qu'il avait fait la guerre de Corée. Il a fait la guerre de Corée. Volontaire pendant la guerre de Corée. C'est un personnage gaulliste fou qui a été ministre sous Pompidou quelque temps, je crois. C'est un personnage incroyable, maire de Nogent. Non, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, député du Val-de-Marne. Je confonds avec un autre. Et de l'autre côté, il y avait Robert Ballanger, le communiste. Bon, ces mecs-là, communistes, qui lui était président du conseil général, ça s'appelait à l'époque, du Val-de-Marne. Ces gens-là s'en mettaient plein la gueule à longueur de journée. Ils étaient tous les deux au Parlement, ils s'en mettaient plein la gueule, et vraiment, c'était violent parfois. Ils ne se faisaient pas de cadeaux parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur plein de sujets. Et bien en même temps, on les voyait ensemble après. Ils buvaient des coups parce qu'ils s'aimaient, parce qu'ils aimaient la France, ils aimaient la République, ils aimaient le Val-de-Marne, leur département. De toute façon, tout ce qui était bon à prendre était bon à prendre. Et il y avait ce phénomène, quand je pense à ça, c'est une scène, mais il y en a plein d'autres du même type, c'est beaucoup de nostalgie parce que c'est plus possible aujourd'hui. Attends, moi, quand j'étais au Figaro, je connaissais Roland Leroy de la Normandie. Bien sûr. Roland Leroy, c'était un pote. Roland Leroy, on avait un lien très fort puisque mon grand-père avait une grosse imprimerie. Il avait viré ses 3 frères qui voulaient monter un syndicat CGT. Donc ça avait fait un lien. C'est comme ça et on était très copains, on se voyait tout le temps. Et je veux dire, j'étais au Figaro, il était patron de l'UMA à l'époque. Et on n'avait aucun... Parce que pourquoi ? On parlait de choses qu'on avait en commun. Ce qui manque aujourd'hui avec un peu l'éclatement, l'émiettement de la France, pour je ne sais quelle raison, c'est qu'on a le sentiment qu'on a de moins en moins de choses en commun. Et là, je dirais que là encore, il faut peut-être arrêter avec la page nostalgie. Vraiment, on fait de plus en plus vieux. Non, mais quand tu disais, il y a une phrase que je déteste, qui est c'était mieux avant, quand même, tu en rajoutes un peu. Là. Oui, je rajoute, je reconnais, mais ça, c'est un point important. Mais c'est vrai, non, mais c'est un point. La République, la France, brusquement on se levait, la Marseillaise, enfin, il y avait. J'ai vu ce livre de Sonia Mabrouk, Le Sacré. Il y avait un peu de sacré. Il y avait un surmoi. Il y avait un surmoi, il y avait du sacré dans la société. Et franchement, c'est pas plus mal. Oui, c'est vrai. Alors, juste un mot sur Pompidou, donc qui est au début du livre. Il a succédé à De Gaulle, général De Gaulle, et De Gaulle l'aimait pas beaucoup pourtant. Hein. Il avait eu des phrases assez dures sur lui. Oui, c'est des trucs qui n'ont pas été dits à l'époque. Ça m'a toujours frappé, ça. C'est que parce que moi j'ai fait un travail assez modeste. De Gaulle, j'ai jamais vu. Hein. Jamais vu, même de près, j'ai pas vu. J'ai vu Pompidou, ça, mais j'ai pas vu De Gaulle. J'étais trop jeune et puis il est parti. Il a quitté le pouvoir en 69. Je commençais à peine dans la presse. Je disais que les portes étaient ouvertes, mais je ne pouvais pas aller tout de suite sur le général, même si le personnage me fascinait. Et De Gaulle, je ne sais plus où j'en suis d'ailleurs, j'ai perdu le fil. Pompidou, alors ensuite c'est Pompidou. Alors arrive Pompidou, De Gaulle l'a pris très vite. Mais il ne l'aimait pas beaucoup en fait. Non, au départ il adore, parce que c'est un type, comment dire, il calcule plus vite que les ordinateurs. Banquiers. Non, c'était à l'époque, ça n'existait pas, c'était les calculettes, mais il calculait plus vite que les calculettes, donc c'est une intelligence foudroyante, hein, c'est clair, c'est indéniable. Et en plus, il y avait du vrai charisme, c'est-à-dire on le voit aujourd'hui comme petit gros. Ah oui, et en fait, c'était un personnage pas très grand, hein, il devait faire 1m80 ou 82, et avec beaucoup d'aisance, de facilité, le petit sourire, c'est le petit sourire narquois, se moquant de tout le monde, etc. Bon. De Gaulle l'adore. Et puis à partir de 66, 67, ça se détériore. Et moi je raconte dans le bouquin, simplement c'est pas moi qui l'a dit, c'est Focard. Focard, c'est le seul des biographes de Gaulle, puisque lui c'est très simple. Bon, Perfit, c'est très passionnant, mais Perfit il a réécrit tout, il a retravaillé, il a reconstruit. Donc le fils, il raconte aussi sa propre histoire avec beaucoup de citations. Et évidemment le fils, De Gaulle mon père, évidemment qui connaît
plus que bien son père, il en parle merveilleusement bien. Et ce sont des grands livres qui m'ont aidé d'ailleurs. Mais les livres de Focard que personne ne lit, qui font, je ne sais plus quoi, 6, 7, 8 tomes, des bouquins énormes de 500 pages, personne n'a fait l'effort. Et c'est extraordinaire parce que Focard, lui, qui est une petite souris, tout petit personnage minuscule, qui voyait De Gaulle à peu près 1 heure par jour, toute la semaine, quoi. C'est incroyable, hein, en fin de journée. Et bon, ils ont des échanges sur tous les sujets. Et dès qu'il sortait du bureau du général, il dictait la conversation. Donc c'est du brut. Ça n'a pas été relu, même pas par lui. Ça a été publié après sa mort. Il a parlé. Et c'est extraordinaire. Et c'est là on découvre qu'à partir de 1967, De Gaulle dit sans arrêt, je vais le virer. Pompidou. Ah oui. Ce type, de toute façon, il ne pense qu'à avoir des bons articles dans la presse. Mais la politique, ça consiste à dire non, non, non. C'est une citation parce qu'il y a 3 fois non. La politique, gouverner, c'est être dur, etc. Il n'a pas de couilles. Oui, parce que pour De Gaulle, c'était terrible pour les gens quand il disait il n'a pas de couilles, c'est fini, quoi. Il n'a pas de couilles, il n'a pas de couilles, il n'a pas de couilles. Il dit ça très souvent sur Georges Pompidou. Et bon, après, il y a eu l'épisode de 68 où il n'est pas du tout d'accord avec les gestions, notamment avec Grenelle. Bien sûr. Mais Grenelle, ça s'avère un fiasco. Et la Sorbonne. Et la Sorbonne, l'ouverture de la Sorbonne, bien sûr. Donc, et ça se détériore énormément. Et quand il est viré, Pompidou, parce qu'il a quand même été viré, même s'il disait qu'il voulait partir, c'était la sanction d'une mésentente qui montait sans arrêt. Et il parlait de plus en plus mal de Pompidou. Et ça, on ne l'a pas dit. D'ailleurs, il y a un autre livre chose dont on ne dit pas, qui est dans le livre, c'est aussi que quand il est élu, Pompidou est malade. Alors c'est ça que j'allais vous poser comme question. Je crois que peu de gens le savent, mais... non, ça n'a pas été écrit jusqu'à présent. Mais c'est son fils qui me l'a dit. Donc, quand Pompidou est élu, c'est-à-dire en 69, il est non seulement malade, mais d'une maladie incurable. Incurable et mortelle. Et mortelle. Oui, à plus ou moins brève échéance. Et donc il se présente à l'élection présidentielle. Il se présente, c'est-à-dire il est viré de Matignon, et quand il passe ses vacances, il loue une grosse villa à Fouras, et à ce moment-là, il a des segments de nez tout le temps. Donc le fils qui est médecin, qui est un très bon médecin, ça va évidemment pas normal, fait faire tout de suite des analyses de sang, et qu'est-ce qui ressort ? Maladie de Hodgkin. Donc en 69, il a la maladie de Hodgkin. Le truc, c'est qu'il ne le sait pas. Mais ça, je crois volontiers le fils quand il dit ça. Ah, il ne le sait pas. Il fait partie de ces gens. C'est l'époque. Ouais. Quand on avait des cancers ou des maladies mortelles, le médecin, en général, ne disait pas, tournait autour du pot. Je vois dans ma famille, mais on a le même âge, où il y avait souvent un type qui disait j'ai ça, ça, ça. Mais enfin, ça va, c'est pas un cancer. Et on se regardait en disant bah oui, le pauvre, il est foutu. Il est passé et puis il est foutu parce qu'il avait son cancer. Donc c'est une époque où on n'a pas le même rapport à la maladie. Aujourd'hui, les médecins disent les choses, mais c'est une époque où on ne disait pas forcément les choses. Donc, d'après son fils, je le crois volontiers, Pompidou savait que c'était grave, vu que les plus grands médecins de la place... Oui, il a quand même consulté beaucoup avant. Claude Bernard, tout ça, qui étaient des personnages considérables. Est-ce que c'est... Non, c'est Jean Bernard. Jean Bernard, le professeur Jean Bernard. Spécialiste mondial du sang, etc. Hématologie. Oui, qui est un immense personnage français. Tout ça, il a réunion, il le voit. Mais simplement, il ne veut pas savoir, donc les gens ne répondent pas à ses questions. C'était comme ça que ça marchait à l'époque. Mais lui... Donc, quand il est élu, en fait, il est malade. Il est malade et... Non, il ne le sait pas. Il sait qu'il est malade, il sait que c'est emmerdant, mais il ne veut pas savoir. Peut-être qu'il pense que c'est une leucémie ou je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a pas envie de savoir parce que, comme dit son fils, et qui doit être très juste, alors, il y a des Auvergnats dans la salle, évidemment, mais il disait, les Auvergnats ont une tendance à la mélancolie. Et Pompidou n'aimait pas les mauvaises nouvelles parce qu'il risquait de tomber dans une espèce de trou noir et de s'affaisser. Et donc, c'était, je crois, tel que le raconte son fils, c'est hyper crédible. C'est-à-dire qu'il avait toujours peur des mauvaises nouvelles parce qu'il avait tendance à... Donc, il essayait affaiblir, toujours de... voilà. Il paraît que c'était un trait... Il y a des Auvergnats, je pense, dans la salle, peut-être, qui pourront confirmer, mais il paraît que c'était un trait de l'Auvergnat. Ce que dit son fils, en tout cas, Alain Pompidou, qui m'a raconté tout ça. Giscard, donc. Ensuite, après Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. Alors, à la fois, vous êtes sévère avec tout le monde dans la vie, de toute façon. Mais... même avec toi, en sortant, tu vois. Mais sévère, mais juste, j'allais dire, parce que vous dites que c'est une des personnes les plus intelligentes que vous ayez rencontrées, quand même. Ah bah oui, bien sûr. Non, il y a d'autres présidents très intelligents. Hein. J'ai vu, franchement, comme François Hollande, très, très intelligent. Après, il a un problème par rapport au pouvoir. C'est sûr, d'ailleurs. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais François Hollande, c'est la vitesse de la lumière. Il comprend tout de suite. Il va très vite, quoi. Giscard, c'était un peu différent.
C'est une intelligence absolument incroyable, avec une culture inouïe, parce que grande culture. C'est pas moi qui le dis, c'est Max Gallo. C'est intéressant, Max Gallo, parce que c'est quelqu'un qui est souverainiste, anti-européen. Ouais. C'est le contraire d'un giscardien, hein, c'est pas impossible, il n'y a pas de problème. Et bon, il dit que c'est le plus grand président de la Ve République après De Gaulle. Je suis pas loin de le penser, c'est-à-dire que, et pourtant, il est incroyablement mauvais dans la gestion quotidienne. C'est-à-dire que bon, il prend les bonnes décisions sur le nucléaire, vous vous souvenez. Le truc arrive, Mesmer. Parce qu'il n'y a pas de Pompidou à l'époque, il est en train de mourir. Pompidou, à peine élu, c'était déjà fini. Il a fait qu'un quinquennat, quoi. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, ça va plus du tout. Il passe son temps de malade, consultation, malade, avec du coton dans le nez. Enfin, c'est vraiment, il a du mal à exercer ses fonctions, c'est sûr. Et donc Giscard, Gallo dit que c'est le plus... Alors, il dit Gallo, c'est dans un colloque sur Giscard. Gallo, il dit, c'est le plus grand président de la Ve parce que c'est celui qui a fait le plus de réformes très vite. Et de toute façon, c'est facilement démontrable. Ouais. Donc, c'est ça, il sait comment gérer le pouvoir. Et il sait, par exemple, ce que c'est d'être président avec un Premier ministre. Le premier ministre, tout de suite, ça colle pas. Donc, il emmerde énormément ce premier ministre. Mais quand on regarde le deuxième Premier ministre, avec lequel il a plus de liens, Raymond Barre, qui est Raymond Barre, il n'emmerde pas. Barre fait à peu près ce qu'il veut. C'est-à-dire, il y a une espèce de répartition. Moi, je préside, toi, tu gouvernes. Et qui a cessé pratiquement après. Enfin, Mitterrand a fait ça pendant quelques temps, mais ça s'est vite arrêté. Mais alors, ce qui ne va pas avec Giscard, c'est quoi ? C'est qu'en fait, j'ai une théorie, c'est-à-dire qu'il descendrait du poulpe, c'est juste pour rigoler. Et vous savez que le poulpe, c'est un animal très particulier, d'ailleurs je ne mange pas, parce que tous les grands savants, c'est Jean-Didier Vincent qui m'a raconté ça la première fois. Ils ont le cœur partout, c'est ça ? Pas ça, non. Il n'y a pas de système. Non, on dit toujours, il y a eu un espèce de grand texte signé par des plus grands savants du monde, y compris des prix Nobel, disant c'est pas possible, il vient pas de la Terre. C'est-à-dire, il viendrait d'une. Il ressemble à aucun autre animal. Bah oui, puisque nous avons tous des systèmes nerveux centraux, même que ce soit des fourmis, des scarabées, les humains, les singes, tout ça, tout système nerveux central avec des ramifications. Lui, il y a un problème, le cerveau est partout, y compris dans les tentacules, partout. Le cerveau est absolument partout. Donc, dans toutes les cellules du corps. Ouais. Oui, et ça va très très vite. Il emmagasine, il apprend. Heureusement, coup de bol. Ça, c'est Jean-Didier Vincent qui m'avait dit ça à l'époque. Coup de bol. Il meurt à 5 ans, donc on est tranquille. Mais s'il vivait jusqu'à 20 ans, il prendrait le contrôle de la planète. Et je dirais, chez Giscard, il y a un côté... toi, tu l'as connu. On était là avec lui. Il racontait une blague. Putain, c'était pas drôle, mais on faisait... Personne ne comprenait, surtout. Deuxième blague. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Troisième blague, il ne comprend pas. Il continue, invariablement, toujours. Il est sur une autre planète. Et l'histoire des diamants, quand on pense, il perd en 1980 de justesse. J'étais content parce qu'un jour, j'ai fait un pari. Non, j'avais fait un documentaire télé avec lui. Et c'est la première fois que je le vois, il devient tout rouge. Et il m'insulte. Quand il voit le documentaire ? Non, avant. Je pose des questions. Je lui dis, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Vous avez perdu l'élection déjà. Bon, déjà les diamants, c'était compliqué. C'était il y a pas mal d'années, hein, mais je me souviens très bien. Je lui dis, c'était compliqué les diamants, mais enfin bon, normalement, vous auriez dû aller à la télé et dire, oui, c'était à des copines, vous n'êtes pas obligé de parler exactement de la nature des relations que vous aviez avec ces femmes-là, mais vous auriez pu dire, ouais, c'était des copines de passage, voilà, j'ai donné, c'est des cailloux, ça vaut rien, etc. Ce qui était la réalité, tout le monde le sait aujourd'hui. Bon. Mais pourquoi vous n'avez pas expliqué ? Je suis malheureux, j'ai fait une erreur, je demande pardon à ma femme, je sais pas, un truc classique comme Nixon, plein d'hommes politiques. Clinton a su faire, puis il est reparti cavaler tout de suite après, mais bon, il l'a dit quand même, puis il a fait pleurer un peu les gens, on disait quand même, bon, il n'a pas fait ça. Mais je dis, ça encore je comprends, mais il y a un truc qui est dingue quand même. Chirac, 80, mais attendez, vous deviez avoir les voix de Chirac. Oui, mais il ne voulait pas. Attendez, moi je suis... c'est facile quand on est des vieux journalistes parce qu'on fait toujours mieux qu'eux. Hein. C'est vrai. Donc, Chirac, c'est très simple. Je vais le voir. Il ne veut pas me recevoir. Je porte clause. Après, il va payer ça auprès des électeurs pendant 20 ans. Hein, mais bon, de toute façon, je dis, je veux le voir. Et je suis prêt à lui donner plein de trucs.
Et je lui donne un poste un de ces mecs de Premier ministre pendant 1 an, etc. Puis il me soutient. Il n'a pas fait cet effort. Il a commencé à me sortir. Voilà, le film s'est arrêté, il est devenu tout rouge. Il s'est levé, il me dit, vous êtes vraiment... Elle n'a pas dit con, mais enfin ça revenait à ça. C'est Chirac qui me traitait régulièrement de con. Lui, il dit un truc, je ne sais plus quoi, vous êtes un foutraque, ou je sais pas. Et pourquoi il considérait que c'était politiquement... Mais non, parce que c'est tellement bête comment il a pu perdre cette élection. Oui, imagine un vicieux à la place. Bon, tu fais pleurer les gens sur les diamants, et tu mets Chirac dans un corner en disant bah, non, vous soutenez, moi je vous donne ce que vous voulez. Puis il n'y a plus d'histoire. Il était réélu, mais ça, il l'a pas fait. C'est le gros problème de Giscard, c'est qu'il n'est pas d'ici. C'est un martien. Alors on peut penser avec son côté mongol qui vient de très loin dans les plaines. Je pense qu'il vient plutôt d'une... Il est arrivé à travers une comète, un peu comme le poulpe, et puis il s'est développé ici, mais il y a un truc qui n'allait pas. Cela étant, oui, effectivement, grand président, mais inadapté. Quand il se met près des Français, avec ces trucs de déjeuner avec les éboueurs, petit déjeuner avec les éboueurs, dîner chez les Français. Enfin, c'est prout ma chère qui descend chez les ploucs. Enfin, c'est affreux, quoi. Enfin, on se demande, mais comment ça pouvait... Enfin, et donc, c'était en permanence, c'était étonné. Et des années après, c'était comme ça. Brusquement, tu avais une sorte de fou rire parce qu'il avait dit un truc absurde. Oui, tu vois. Étonnant, en tout cas. Mais vous avez une autre explication. Dans votre livre, vous dites, parce que quand vous relatez cette conversation avec lui, il vous répond « De Gaulle ne l'aurait pas fait ». Ça l'obsédait, ça. Alors, c'est ça qui est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... C'est pour ça que Giscard, moi, j'ai quand même, je veux dire, il ne faut pas le jeter avec l'eau du bain, lui, du tout, parce qu'il y a quand même le sens de l'intérêt général. Et ça, c'est le côté de Gaulle. De Gaulle n'aurait pas fait. Et de Gaulle, c'est quoi? C'est l'intérêt général. Il y a une scène, je crois que c'est dans le bouquin précédent que je raconte, qui est inouïe, où il y a 1966, préparation du budget de 1967, de Gaulle, Conseil des ministres, et Christian Fouché, qui est ministre de l'Éducation nationale, dit très fort, comme ça, bon, bah, il faudra quand même augmenter mon budget d'éducation nationale cette année. Je vous rappelle qu'il y a des élections législatives l'année prochaine. Et là-dessus, colère, mais qui dure pendant 10 minutes, du général de Gaulle, mais j'en ai rien à faire de ces élections, etc. On n'est pas là pour gagner les élections, on est là pour l'intérêt général. Vous allez vous occuper de l'intérêt général. Vous voyez, on n'est pas sous Macron, quoi. C'est clair, ça a complètement... Enfin, désolé, je ne veux pas vexer certaines personnes, mais c'est quand même une autre époque, quoi. Et là, ça me fascine. Il y a une référence. De voir, il y a une espèce de référence. Il s'en fout de perdre des élections, mais je crois qu'il a prouvé, d'ailleurs. C'est quand même ce référendum de 69, mais c'était perdu d'avance, il l'a fait quand même. Je pense que secrètement, il voulait partir. C'était involontaire ou inconscient. Ce qui n'est pas le cas de Giscard quand même. Il ne voulait pas partir, il voulait gagner l'élection. Oui, et je pense, objectivement, si on prend avec le recul du temps, moi je fais partie de ceux qui pensent, comme Max Gallo, que Giscard, effectivement, était un grand président, avec tous les défauts que j'ai dit. Toutes les lois qu'il a les fait, lois, la méthode, parce que tu parlais de Gaulle, c'est vrai qu'il y a ce côté intérêt général en permanence. Quel est l'intérêt général? Je me fous de l'élection à venir. C'est ça, c'est absolument extraordinaire. C'est la dernière fois en France que de Gaulle, et ça continue. Bon, je dirais Pompidou, c'est une période à part, parce que je dirais il est aux fraises. Mais Giscard, c'est la dernière fois qu'il y a un président qui dit, bon, allez, quel est l'intérêt général à long terme? Mitterrand, François Mitterrand, donc après. Alors vous avez été très proche de lui, c'est peut-être le président avec lequel vous avez été le plus proche, François Mitterrand. Vous dites non, souvent, c'était comme Chirac mon aussi. père. Chirac, oui, c'est-à-dire que Mitterrand, c'est un Pygmalion, donc c'est différent de Chirac. Chirac, c'est le genre de copain de bringue. Il vous emmène partout. Puis c'est tellement génial, c'est un film. Il n'y a rien à faire, on regarde, c'est la vie qui tourne devant vous, ça cavale, ça boit, ça pète, c'est drôle. Puis des citations, puis des machins, et puis De Gaulle, les conversations avec De Gaulle. C'est marrant, la première fois. Il a tout fait comme De Gaulle après aussi, parce que Giscard était un enfant de De Gaulle, ça je l'ai dit, parce qu'il a quand même eu... pendant ministre des Finances pendant assez longtemps du général. Il a eu, je ne sais plus combien, mais est-ce que c'est 1000 rencontres en tête-à-tête avec le général pendant 1 heure? Enfin, donc, il avait... 3 ans, oui. Et Chirac, c'est pareil, il avait eu un truc, c'est que ça l'avait complètement marqué, parce qu'il me racontait la même histoire 3-4 fois. Bon, je faisais raconter toujours pour voir s'il y avait des variations, des changements, variations dans l'histoire. Mais c'est que quand il a été élu en 67, pas oublier, il y avait une vague de députés gaullistes qui avaient été envoyés partout, y compris chez vous, j'imagine, partout, qui étaient des gens comme ça, brillants, qu'on avait mis en général dans des circonscriptions prenables. Bon. Il se trouve qu'à l'arrivée, en 67, ils ont tous été battus, puisque c'était une très bonne élection pour la gauche,
qui était presque majoritaire. Enfin, c'était à une voix, quoi. C'était rien du tout. Et il y a un type qui a gagné dans la seule circonscription qui était sûr de perdre. C'était Jacques Chirac en Corrèze, qui était arrivé dans un fief communo-socialiste ou socialo-communiste, je ne sais pas comment on disait. Il n'y avait que ça. Enfin, c'était impossible de gagner, puisque je crois que le communiste ou le socialiste enfin, c'était l'un ou l'autre. Chaque élection, c'était toujours du l'ordre de 60% au deuxième tour. Et là, bon, l'autre arrive, clac. De Gaulle, évidemment, il veut voir la bête. Même si c'était un conseiller de Pompidou, il veut voir la bête, quoi. Et il le voit, et alors, il m'a raconté toujours, il s'assoit, et De Gaulle lui dit, alors, comment va votre femme, Bernadette? Comment vont vos filles, Laurence? Enfin, il avait regardé la fiche. Oui, parce qu'il n'avait pas appris ça dans des dîners. Et puis, il savait tout sur lui, etc. Et après, il faisait ça. C'est-à-dire que quand il voyait des gens, vous voyez bien, Chirac, il le faisait peut-être mal, d'ailleurs, comme De Gaulle l'avait dû le faire assez mal, parce qu'il s'en était rendu compte. Et donc, il calquait beaucoup sur De Gaulle. Il était très admiratif, même il y avait beaucoup d'amertume aussi sur ce que le général avait fait en 68 contre Pompidou. Mais en fait, Pompidou en 68 n'a pas été terrible non plus. Faut pas exagérer quand même. C'est pas lui qui a sauvé la France. Elle s'est sauvée toute seule. Vous dites à un moment... oui, attendez, Pygmalion, Mitterrand, très important. Vous avez un parce rapport... que Mitterrand, il vous prend et puis il vous lâche plus. C'est très bizarre ce qui s'est passé. Moi, il voulait que je fasse de la politique, mais ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je disais, de toute façon, je serai élu la première fois, c'est sûr, mais je serai battu après. Parce qu'écouter des cons, enfin, pardonnez-moi, je sais qu'il n'y en a pas dans la salle, toute la journée en disant, parce que je les vois, ils sont comme ça, oui, oui, vous avez raison. Enfin, c'est toujours des conneries, tu vois. Vous avez raison, vous avez raison. Je peux pas, tu vois, je peux tenir, oui, peut-être pour me faire élire une fois, mais après, je peux pas. C'est très dur, la politique. Et puis, oui, je me serais bien vu maire. Ça, c'est monsieur le maire, ça m'intéresse. Mais je trouve que c'est un beau métier parce qu'on voit ce qu'on fait, c'est intéressant. Mais la politique, bon, ça m'intéresse. Mais même si ça ne m'intéressait pas, il essaie de me former. Truc incroyable, aujourd'hui d'ailleurs. J'espère que Plenel ne m'entend pas. Mais quand je décide de me marier, je ne lui raconte pas. D'ailleurs, c'est lui qui dit, il paraît que vous allez vous marier. Oui, oui. Bon, c'était mon premier mariage. Il y en a eu d'autres depuis. Et il me dit, est-ce que je pourrais rencontrer votre future femme? Bien entendu, mais quand? Ah ben justement, je fais un déjeuner le dimanche prochain dans le Morvan, vous pouvez venir, c'est agréable. Après, on ira visiter, je sais pas quoi, un musée à la con, j'imagine. Enfin, une église. Une église, enfin non, ou un cimetière. Il adorait ce genre de truc. Moi, j'adorais avec lui, parce qu'il avait toujours... C'était incroyable. Il avait tout lu, tout. Il savait tout, c'était absolument extraordinaire. Et donc j'arrive avec ma femme, et il la met à côté de lui, donc il parle tout le temps, puis à la fin il me donne sa bénédiction. Non, mais c'est incroyable. Il me dit, c'est très bien, elle est très bien. Je lui dis, peut-être ça parce qu'elle est de gauche. Et là il dit, mais ça c'est extraordinaire. Il dit, mais oui, elle est de gauche, mais vous savez, les gens comme vous, c'est bien que vous ayez toujours, c'est bien d'avoir une femme de gauche, comme vous et moi. D'ailleurs, parce que je crois que dans le bouquin j'ai oublié moi. Comme vous et moi. Oui, parce qu'il faisait toujours des plaisanteries sur ses comment dire, il était de gauche, mais enfin sur bon, ses il n'a connaissances. pas toujours été, voilà, c'est ça. Ouais. Et pourquoi les... Et je pense souvent à Mitterrand plusieurs fois par jour. Alors c'est ça, oui. Vous avez un lien quand même. Oui, plusieurs fois par jour, des trucs qu'il m'a dit qu'il faut faire, tout le temps. Tiens, des phrases. Par exemple, il y a une phrase qui disait quand quelqu'un vous a trahi une fois, il ne faut plus jamais lui faire confiance. Parce que le type qui vous a trahi une fois vous trahira 2 fois, 3 fois, 4 fois, ne serait-ce que pour se prouver qu'il avait raison de vous trahir la première fois. Tellement juste. J'ai eu la confirmation dans ma vie, comme professionnel. Tout de suite. Oui, j'ai pensé à lui d'ailleurs encore. Enfin, il y a plein de petites phrases comme ça. Une phrase que je racontais à Karina Heussine, qui me revient souvent, c'est « Les amis, mais les amis c'est tellement important, les amis, on n'en a pas tant que ça dans la vie. Et vous savez quoi, on les voit jamais. Avec nos vies à la con, pas seulement avec mes fonctions, mais eux aussi, dans leur propre... Les années passent, les décennies passent, et on ne s'est jamais vu. Et le jour de votre mort, quand vous allez voir défiler votre vie, vous allez voir les gens que vous aimez, et putain, je n'ai pas vu depuis 50 ans, ou 40 ans, ou 20 ans. Donc, il faut avoir des points fixes. Chaque année, à la même période, rendez-vous obligatoire pour ceci, pour cela, et on va se retrouver parce qu'on... C'est vrai que vous aimez ça, vous aimez bien établir des... j'aime bien retrouver les amis, oui, j'aime bien. Et puis établir des étapes, des laps de temps. Oui, il m'a appris ça. Il avait une notion du temps spéciale. Hein.
Il avait quelque chose, quand priorité, les Ouais. priorités. C'est-à-dire que ça, c'est plus important. C'était une gestion du temps pas terrible, pas de montre, donc toujours en retard partout. Bon, le grand reproche qu'on peut faire à Mitterrand, c'est grande culture historique, ce qui change un peu avec ce qu'on voit aujourd'hui, énorme, qui évitait peut-être les erreurs, mais en même temps beaucoup trop d'égocentrisme et de narcissisme. Ça, on me dirait, il n'est pas le seul quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est un narcissisme qui était... Giscard, c'était pas terrible non plus, hein, franchement. Et finalement, le seul narcissisme que je respecte, que j'aime en politique, j'ai découvert ça, et je suis sûr que c'est pareil pour vous, c'est le narcissisme des grands-mères. Moi, je reviens sur le maire de Vichy. Mais c'est vrai que c'est fascinant de voir. Je me suis rendu compte toujours, en mon métier, que les gens les plus extraordinaires en politique, ceux que j'admirais le plus, étaient des grands-mères. Mauroy, par exemple, voilà. Je sais que c'était un ami. Oui, mais attends, Georges Frêche, dans un autre genre, qui était pareil, comment dire, qui pensait qu'à sa ville et qui était obsédé par sa région et sa ville, du matin au soir, avec énormément de conneries. C'était un type complètement foutraque, là, sa place des grands hommes avec Lénine et Mao Tse-tung, enfin tout ça, on a envie de couvrir ça de goudron, enfin c'est pas le souci. Mais c'est... il a fait une ville, il a transformé une ville. Christian Estrosi à Nice, par exemple. C'est pas une histoire de droite ou de gauche. Alain Juppé à Bordeaux, Gérard Collomb à Lyon. Mais c'est toujours fasciné par ces gens, parce que d'abord on les voit, ils ne parlent que de votre ville, ils s'intéressent, ils sont passionnés, ils portent leur vie. Et c'est vrai que le narcissisme, c'est ce qu'on constate le plus souvent à la présidence, à part Hollande et Chirac. C'est des gens qui ne s'aimaient pas, qui ne s'aiment pas. Et donc ceux-là, ils avaient une dimension. Et c'est vrai qu'on avait, par exemple, sur Chirac, qui a été un très mauvais président, ça on est d'accord là-dessus, et on ne pouvait pas ne pas l'aimer, parce que de toute façon, il ne s'aimait pas. C'était un gros problème. Il n'a pas été un bon président, je pense aussi beaucoup parce qu'il a tellement été trahi par tout le monde, y compris des gens tellement proches, qu'il a décidé comment dire, je suis entouré que de traîtres, la politique c'est la traîtrise. Enfin bon, il n'avait plus confiance en personne, il n'aimait plus personne. Je pense que c'est ça aussi qui s'est passé quand il est élu en 95. Et puis voilà. À force de ne pas s'aimer, on n'aime personne. Oui, je pense aussi. C'est ça qui compte. Mais il ne faut pas s'aimer trop quand même. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a des limites. Je préfère toujours les gens qui ne s'aiment pas. En politique, j'ai toujours été fasciné par les politiques qui ne s'aimaient pas, qui se trouvaient très moches ou qui se trouvaient très cons. Kohl qui se trouvait très moche et qui, je pense, qu'il se trouvait con aussi. Alors, on va venir... Reagan aussi, qui se trouvait très moche et très con. Ouais, il n'était pas si mauvais. Pas si mauvais. Alors, le sens du livre, il tient dans ces 5 lignes, page 10. Nous savons qui nous étions. Vous parlez de l'époque, de la belle époque, comme vous l'appelez. Nous savons qui nous étions. Entre deux joutes politiques, la France semblait quasiment une et indivisible. Un demi-siècle plus tard, c'est-à-dire maintenant, elle est en train de partir en morceaux, comme les pôles à l'heure de la fonte des glaces. Ici, on dirait une démocratie populaire, après la chute du communisme. Là-bas, une oasis touristique. Ailleurs encore, des pépinières de start-up ou des enclaves du tiers-monde et des zones de non-droit interdites à la police, aux pompiers. Question, que nous est-il arrivé ? Ouais. C'est ça la grande question qui est traitée. Et alors, pour moi, c'est la grande question de ce livre, c'est-à-dire que parce que l'idée de faire un livre comme ça, moi, ça m'est pas venu. J'avais tous les documents parce que je tenais un journal pendant une époque. Puis j'avais gardé un peu vicieusement, pas vicieusement d'ailleurs, c'est normal, on fait tout ça. C'est-à-dire des entretiens intéressants avec des politiques. J'avais arraché les pages des cahiers. Et vous avez combien de pages de notes par parenthèse ? Pas mal, mais surtout j'ai même un journal que j'ai tenu pendant 12 ans. Il y a à peu près la hauteur, c'est ça. Hein. Ah oui, journal, parce que je suis graphomane moi. Ouais. C'est la diarrhée, hein. C'est pour ça que j'admire Aragon, quoi. On s'assoit. Des milliers et des milliers de. Oui, bien sûr, c'est complètement. Mais j'adore écrire. C'est comme ça, c'est ma passion. Et vous les gardez ? Vous les gardez ? Je les garde, je les classe un peu, pas beaucoup. Et puis là, j'ai fait tout un travail de recherche et j'ai découvert effectivement des choses absolument que j'avais même complètement oubliées, quoi. Que étaient. Alors les raisons du livre. Ça le plaisir. Alors les raisons du livre, justement, c'est que au fond. Revenir sur le passé, ça ne m'intéresse pas. Et c'est sans doute pour ça que je n'avais jamais fait ça avant qu'on me propose de faire ça. Et en fait, quand on m'a parlé de ça, tout de suite j'ai pensé, c'était René Lévy qui est un des directeurs de collection, enfin, éditeur chez Gallimard. Et quand j'ai pensé tout de suite, mais oui, mais parce que la question, je me souviens, j'ai dit, quand il m'a parlé du projet, tout de suite,
Oui, parce que le sujet, c'est comment on en est arrivé là. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, il n'y a pas un seul responsable, c'est pas vrai. C'est très complexe, ça a commencé. Puis, il y a des gens dont on ne pense pas qu'ils sont responsables, qui sont aussi. Puis c'est la grande question que tout le monde se pose. Et je pense que enfin, comme c'est mon obsession, je pense que j'y réponds. Le troisième tome, j'y réponds. C'est-à-dire qu'il y a un truc, à un moment donné, il y a des choses. Il y a eu trop d'abandon. C'est-à-dire, il y a le caractère des Français aussi. De Gaulle disait sur les Français, vous ne le répétez pas, parce que c'est pas sympa, mais il disait ça d'ailleurs en reprenant ce que disait César, parce que De Gaulle lisait beaucoup, contrairement à d'autres présidents, il lisait énormément, il avait une culture énorme. Et il disait, quand vous lisez La guerre des Gaules de César, je vous le conseille, il y a des pages sur les Français qui ne sont pas sympas. Matamor, etc. Et puis, à l'heure de la bataille, il n'y a plus personne, ils repartent en courant, un peu comme les Égyptiens pendant la guerre de 6 jours. Quoi. C'est un peu ça, les Gaulois racontés par César. Et De Gaulle disait des Français, ils sont très intelligents. C'est vrai que c'est intelligent. D'ailleurs, on est très intelligents ici. D'ailleurs, moi le premier. On critique, on dit. Et puis, mais ils sont lâches et faibles. Et il y a de ça, c'est-à-dire quand on regarde... Alors, c'est pas été le cas tout le temps de la France. Je pense qu'il y a une espèce de traumatisme. Attendez, les guerres de 14-18, moi j'ai vécu là-dedans. Les grands-pères, etc., Verdun, ça va. Je veux dire, je sais qu'il y a courage, l'héroïsme, etc. La Deuxième Guerre mondiale, mon père a fait Omaha Beach, débarquement, je sais, tout ça. Il y a eu, puis avec des Français, il a travaillé avec des Français, etc. Il y a un grand héroïsme. Mais je pense qu'il y a une espèce de choc à Sedan qui fait une espèce de choc historique 70. Complètement dingue, 70, qui est effrayant. La France, il n'y a personne. Il y a la France, et puis il y a des petits pays, la Russie qui essaye de... le truc, l'Ukraine... La grande puissance, c'est la France. Grande puissance, il y a l'Allemagne, etc., mais enfin, il y a la France. Et puis, il y a Sedan où cette guerre avec la Prusse est perdue, et où Napoléon III est littéralement humilié. Et là, on découvre, mais c'est quoi ce pays, quoi? Et je pense c'est à partir de là, d'ailleurs, souvenez-vous, c'est après qu'apparaît le mouvement décadentiste absolument extraordinaire de tous ces gens, à commencer par Baudelaire d'ailleurs, qui était un décadentiste, c'est-à-dire qui pensait, voilà, c'est fini la France, faisons n'importe quoi, transformons transformons les hommes en femmes, etc., ou l'inverse, etc. Et cette espèce et tout ça, droguons-nous, etc. C'est une période extraordinaire qui arrive, tout ça, c'est après Sedan. Et puis, après, c'est vrai qu'il y a la guerre de 14-18, où on croit qu'on va y arriver tout de suite. Et bon, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar. Et là, c'est vrai que héroïsme, parce que ça, moi, héroïsme et puis violence et dureté, quoi. C'est un pays qui en a pris beaucoup. Un martyr. Et après, pour la nation. Pays martyr, oui. L'Allemagne l'étant aussi, d'ailleurs. Mais en 40 aussi, première armée du monde, on disait, vous vous souvenez? Oui, première armée du monde, et ça dure quoi? 15 jours. Oui, enfin 15 jours, je dis, parce que déjà, l'autre, il était déjà entraîné. S'ils avaient écouté le général, ça ne serait pas passé comme ça. Mais bon, parce que lui, il aurait fait les blindés de Hans Guderian, qui d'ailleurs, Hitler avait beaucoup aimé le livre de Gaulle sur Vers l'armée de métier. Ben, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec la... Alors ça vient d'où alors, ce changement, ce décalage terrible? Je pense que c'est une série de démissions. En 30 ans, c'est rien. C'est une série de démissions par les présidents. Moi, c'est ce que je vais montrer dans le troisième tome, c'est qu'il y a une série d'émissions. L'économie, c'est pas important. De Gaulle, oui. De Gaulle, c'est le contraire. L'intendant Suiva, c'est pas vrai. Oui, oui. Le plan Rueff, c'est De Gaulle de A à Z. Mais vous parlez des Français. Est-ce qu'il y a du côté des citoyens quelque chose aussi qui a changé, qui fait que... Oui, enfin, moi, je pense toujours que... je pensais que ça vient uniquement du pouvoir. Oui, parce que, en fait, quand on regarde ce qui se passe en 58, bon, il est arrivé comme un vicelard de Gaulle en faisant croire qu'il était Algérie française. Il a menti, tout ça. C'était un grand roué, un grand madré. Il a réussi comme ça à passer à travers. Mais il change tout, quoi, en 8 mois. Tout est reparti. C'est-à-dire les Français ont suivi. Après, il les a amenés à essayer de comprendre qu'il fallait laisser partir l'Algérie. Et ça a très bien marché. Oui, les référendums. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais enfin, il les a amenés peu à peu à ça. Et ça, c'est fascinant de voir comme le pays repart très vite. Au bout de bon, avec ce plan Rueff qui est d'une violence extrême. Enfin, c'est un plan de rigueur que même Barre n'aurait pas osé présenter aux Français. De Gaulle le propose contre tous les ministres. Tous les ministres. Il est à l'époque encore président du Conseil.
Il y a juste Couve, qui était son ministre des Affaires étrangères, évidemment, qui est pour, mais enfin, qui ne touche pas sa bille sur l'économie, enfin un peu quand même, il a fait les il est inspecteur des finances. Oui, mais enfin bon. Et puis, on a vu ce que ça donne. Et puis Michel Debré, oui, qui touche un peu plus sa bille en économie, qui est garde des Sceaux. Hein. Enfin, ce qui est vrai qu'en un an... Tous les autres, Pinet, y compris qui va présenter le plan, est contre ce plan RUEF, qui est un plan de rigueur puissance 1000. Résultat, 2-3 ans après, on a une croissance à la chinoise, 6%, 7%, etc. Ouais. Voilà. Parce que et tout le monde écrit dans les journaux, la France sera le premier pays d'Europe dans 20 ans. Oui, parce que RUEF, qu'est-ce qui est sa grande caractéristique, c'est quoi? Il est anti-keynésien. C'est un type, il a participé un petit peu au Front populaire, il était plutôt à gauche, a priori, plutôt marqué à gauche, mais il trouve que Keynes, c'est une horreur économique, et que Keynes, sur lequel fonctionne la gauche et la droite aujourd'hui, ça aussi, Keynes a joué un rôle dans cette période. Enfin, les idées de Keynes, parce qu'il est mort depuis longtemps, le pauvre, puis il est responsable de rien, c'est parce qu'on l'a mal interprété, mais l'idée que c'est en créant des déficits qu'on va faire la relance, l'idée que la relance même se décrète, non. On essaie d'avoir une économie. D'ailleurs, le résultat, c'est qu'on regarde le fonctionnement de l'économie allemande, enfin jusqu'à la fin des années Merkel, parce que bon, on ne peut pas dire qu'elle ait fait des bons choix stratégiques. Ben, l'économie allemande qui repose sur un équilibre budgétaire strict, le refus de l'endettement et du déficit. Eh ben, oui, maintenant ils sont obligés de changer parce que bon, à cause des histoires énergétiques, mais eh ben, l'économie allemande est saine. Et nous, si vous voulez, c'est un peu ça, c'est-à-dire la contamination de cette idée que voilà, la relance se décrète. Alors, relance par la consommation populaire du 80. On sait que c'est un désastre total. Ça ne profite d'ailleurs qu'à la Chine, au commerce extérieur, qui se détériore. Aujourd'hui, vous voyez, ce qui me fascine, parce que pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, on peut taper sur les politiques, on l'a fait. Puis en même temps, c'est vrai que les Français, pourquoi ils ne s'inquiètent pas? 164 milliards de déficit du commerce extérieur. Je suis désolé, je vous le dis, mais il y a le feu. Et c'est nulle part. Oui, les journaux économiques en parlent, mais c'est jamais, ce chiffre n'apparaît jamais. Et le commerce extérieur, c'est quoi? Alors on dit, oui, mais il y a les services. Alors oui, c'est vrai. Mais attendez, les produits manufacturés, c'est important. Après, étonnez-vous, quand on a ce chiffre de 164 milliards de commerce extérieur, qu'on en est maintenant à importer des pommes. De plus en plus, on est importateur de fruits et légumes. Moi, je sais pas, je croyais un importateur, maintenant net, en fruits et légumes hors exotique. Hein, je t'assure, c'est complètement hallucinant. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça, je t'assure. C'est plus que ça. On est importateur. Regarde les dernières études. Oui, on est importateur. C'est un sur deux. Un légume sur deux. Oui, voilà. Et on est à 51 ou je sais pas quoi. Mais maintenant, on est importateur. Et je crois que la pomme, il y a un an, on devait être importateur en 2022. Je pense qu'on l'a été, c'est-à-dire importateur de pommes, ce qui est quand même du délire. Il n'y a personne pour s'occuper de rien. C'est-à-dire, on nomme pas un monsieur pomme, etc. Alors évidemment, ça ne fait pas de com, mais bon, c'est important. C'est important parce que le pays se déglingue. Tu vois, et c'est pas, quand je lui dis, je ne devrais pas prendre des exemples d'aujourd'hui, parce que tout ça commence bien avant. La démission face aux juges. Les juges. Moi, j'ai une copine qui n'est pas suspecte. Pas suspecte du tout, plutôt de gauche. Parce que pour un bouquin comme ça, elle fait les procès. Bon, elle est allée voir le procès Sarkozy sur l'affaire Bismuth. Elle me dit, mais en Union soviétique, prof tronqué, on n'est pas dans un truc normal. Et après, elle dit, je ne comprends pas. Elle était copine avec les Pascal Robert Diard, etc. Elle va voir après, elle ne comprend pas. Mais pourquoi? Mais comment tu as écrit ça? Ouais, mais enfin, bon, voilà. Voilà, on est rentré dans un truc parce que c'est très intéressant l'affaire de Sarkozy. Moi, j'adore l'affaire libyenne. Il n'y a aucune preuve, aucun élément. Mais bon, il y a l'obsession des juges. Oui. Et c'est bon. Alors, il y avait ça, l'affaire Dreyfus aussi. Hein, c'est pas tout à fait nouveau. Ouais. Mais le fait qu'aujourd'hui, ils sont en liberté, ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas en train d'attaquer les juges, c'est un très beau métier. J'ai failli le faire et je trouve que c'est un très beau métier. Donc, c'est pas ça. Je ne suis pas en train d'attaquer la justice française. Je dis juste que quand l'absence de pouvoir, enfin, comment dire, le pouvoir hors du vide est très vite. Bon, tout pouvoir a tendance à aller jusqu'au bout de ses limites, et voyant la faiblesse du pouvoir politique, les juges ont commencé à faire. Mais ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pan par pan. C'est-à-dire, il y a l'économie, il y a le social, il y a la justice, enfin, il y a plein de. Et tout ça, fragilité. L'école, tout ça, la République, le fait que. Voilà, ça, c'est très important. Alors, un mot sur Macron. Page 283. C'est méchant comme d'habitude. On a l'habitude. Attendez, laissez-moi lire. On me surnomme parfois langue de pute, je sais, mais bon, oui, c'est pas... ça reflète alors, pas forcément la pensée du moment. Giscard et Macron sont tous deux propres
comme des écuelles de chat. C'est vrai. Comme lustrés à neuf, jamais une bugne sur la cravate, ni d'ongles en deuil, comme ça pouvait arriver à Mitterrand ou à Chirac. Ils sont pareillement théâtraux, obsédés par la com. Ils ont le même tempérament, la même tendance au caprice, aux lubies. Après avoir appelé Giscard de Gaulle le Petit, on pourrait surnommer Macron Giscard le Petit, et il n'était finalement plus sage, moins extravagant. Costume taillé 3 pièces. Bah, c'est vrai que Macron est plus sage et moins extravagant que Giscard. Mais Giscard, c'est parfois lunaire. Mais en même temps, un grand président. C'est comme quoi, c'est pas, on ne peut pas juger Comment vous jugez le président à l'aune de l'intelligence. Comment vous jugez Emmanuel Macron maintenant, après 5 ans de... Moi, j'ai toujours espéré qu'il changerait. Voilà, je ne le cache pas. Et même encore, là, encore récemment, je me dis toujours, mais c'est pas possible. Qu'il apprenne et qu'il change. C'est facile. Il est trop neuf, trop jeune. Ben, c'est-à-dire, apprendre, ça veut dire quoi? Par exemple, je vais en Afrique, je me renseigne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? On voit des gens. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas comme ça. Donc, je vais en Afrique, Et c'est pas comme ça. La politique, c'est où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on prépare? Suivre les règles. Oui. Suivre les règles d'avant. Ce qui se faisait avant aussi. Comment, pourquoi ça a marché, pourquoi ça ne marchait pas. Bon, c'est sûr que si on reste que 3 heures dans un pays, on se fait un ennemi du chef d'État africain qu'on a visité et du pays africain qu'on a visité également. Mais ça, tout le monde le sait. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, mais ça, je le sais depuis longtemps. C'est pour ça que Chirac dormait toujours sur place, que le roi du Maroc a fait une tournée triomphale en Afrique, restait lui 1 semaine dans chaque grande capitale. Bon, parce que c'est une autre façon de voir le temps. Peut-être ils sont moins dans la com. De Gaulle, 3 semaines en Amérique latine. De Gaulle, passer 3 semaines, etc. C'est important si on veut séduire. Si on a... Puis en plus, je pense que la France a beaucoup à proposer. On ne peut pas juste aller en disant... 3 heures, oui. Non, mais surtout en disant, il n'y a plus de politique africaine, ou la France-Afrique, c'est fini. Il faut dire, voilà, donner des perspectives, on s'en fout. Et puis on le sait depuis longtemps, la France-Afrique, elle est terminée depuis déjà... Ça fait 15 ans, c'est pas une information. Et ils le savent tous. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on dit aux gens. Vous voyez, donc ça, c'est... Mais c'est pas... Moi, ce que je reproche, c'est plutôt comment dire, oui, le fait que, comme si la France était une page blanche et que tout était réinventé, mais c'est peut-être un problème de génération. Il y a peut-être des représentants de cette génération, celle que je surnomme souvent la génération TPMG, tout pour ma gueule. Et oui, mais c'est une caractéristique. Oui, tout est une page blanche, la France est une page blanche, il n'y a pas d'histoire. Vous voyez, je ne comprends pas ça, moi. C'est vrai, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que des figures historiques... Vous avez le respect du passé, oui. Et le poids du passé. Le poids, on l'a tous, ça. Je ne sais pas, puis ces grands personnages auxquels, finalement, on doit d'être ici. Les Clovis, je ne sais pas, la liste est longue. Jeanne d'Arc et le général de Gaulle. Est-ce qu'il n'y a pas... vous n'avez pas donné dans votre livre, mais cette période de la Belle Époque, c'était une période pour la France de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Le pays était à refaire. C'est plutôt la 4e, cette période-là, franchement. Oui, c'est-à-dire, c'est plutôt la 4e, c'est les années 50, ça. Donc, oui, mais ça dure jusqu'aux années 60. Est-ce que ce n'était pas un projet national auquel tout le monde adhérait, c'est qu'il fallait reconstruire le pays? À partir du moment où ça n'existe plus, est-ce que c'est pas là que les divisions ont commencé, en se disant qu'est-ce qu'on fait de la richesse, comment on la répartit? Il n'y a plus cet effort collectif d'après-guerre. Je ne suis pas d'accord là-dessus parce que, en fait, la reconstruction elle est vraiment terminée dans les années 50. Grosse croissance d'ailleurs sous la 4e République, mais sur des mauvaises fondations. C'est-à-dire il y a beaucoup de déficits. Comme vous le savez, quand De Gaulle arrive au pouvoir, il y a une inflation de 15%. On va peut-être y arriver d'ailleurs à un moment donné. Et 15% d'inflation, ça rend fou les gens, hein, c'est clair. Et toutes les populations à 15%. Vous dire l'état dans lequel sont aujourd'hui les Turcs avec une inflation de 100%. Ou du Venezuela, je ne sais plus si c'est 300 ou 400%. C'est très dur à vivre pour un pays parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Enfin, c'est absolument déstabilisant. Je pense que De Gaulle, en fait, la reconstruction est absolument terminée et il réussit à donner un nouveau projet. C'est-à-dire d'abord relancer l'économie, ce qui est absolument fondamental. Et donc pour relancer l'économie, il faut des bases saines, c'est-à-dire
arrêter les déficits, arrêter l'endettement. On a encore un endettement on a encore battu tous les records d'endettement cette année pour l'année qui vient, 2023. Et c'est désolant parce que non, je parle de 2023 là, parce que bon, on a quand même des taux d'intérêt qui ont augmenté, c'est-à-dire de 0,3 ils sont passés à 3%, donc ça veut dire ils ont été multipliés par 10, mais on continue à emprunter. C'est bon, et quand les taux d'intérêt vont encore augmenter, enfin tout ça, la charge de la dette de plus en plus importante, enfin tout ça, c'est un système qui rime à rien. Alors je sais, il y a énormément de tartuffes en politique et de bandits et de menteurs qui vous expliquent qu'on va l'effacer la dette. Tu vas l'effacer à la Chine et au Qatar, on va l'effacer parce que nous on a une dette, contrairement aux Italiens, aux Japonais, qui n'est pas nationale. Qui n'est pas nationale. C'est une dette. Et en plus, Meloni, elle, est en train de s'occuper de la dette, puisqu'elle a fait racheter par les Italiens eux-mêmes la dette étrangère. Le problème qu'on a nous, c'est la dette étrangère. Elle est majoritaire. Alors, l'heure de la fin est venue et je voulais vous lire un passage où Franz-Olivier Gisbert apparaît dans toute sa splendeur. Ah, qu'est-ce que ça va être? C'est-à-dire qu'on découvre dans ce petit passage quelque chose de lui qu'on connaît mais qu'on n'avait pas défini aussi bien et puis qu'on aime beaucoup parce que tout le monde aime beaucoup Gisbert, même si on n'est pas d'accord avec lui. Ce qui est bien avec Gisbert, c'est que même quand on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, on s'intéresse à ce qu'il dit. Non, mais moi, c'est ça qui est... Je m'intéresse beaucoup à ceux qui disent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Oui. Et j'aime beaucoup mes ennemis, même, la plupart du temps. Oui. Sauf 2 ou 3, mais vraiment, je n'ai pas de problème avec mes ennemis. Oui. C'est là où on voit la complexité du personnage qui fait que... Très complexe. Non, c'est vrai. Très complexe. À mon avis, très quand vous devez réfléchir sur votre cas, ça doit vous donner quelques insomnies. Très complexe. C'est pour ça que je ne dors pas, je crois. Alors, c'est la première rencontre, il a 21 ans, c'est sa première rencontre avec Aragon. Donc, ça commence comme ça. À l'époque, j'étais encore une vierge effarouchée de la campagne normande, mal à l'aise avec tous ceux qui n'étaient pas les miens. Ça a beaucoup changé depuis. Je suis guéri. Face à ce génie du XXe siècle, aucune parole ne serait sortie de ma bouche si je n'avais préparé et écrit sur des fiches mes questions que je bredouillais. Lors de notre première rencontre, Aragon y avait répondu d'une voix forte et péremptoire, se levant, entamant une sorte de danse nuptiale autour de moi, se rasseyant soudain et ainsi de suite. Qu'avait-il à être si effusant? J'étais flatté, gêné en même temps. J'étais un bleu. Plusieurs fois, Elsa Triolet, L'amour de sa vie, une écrivaine russe que j'avais lue et aimée, réputée KGBiste, entr'ouvrit la porte. 2 yeux perçants dans l'ombre, comme pour rappeler Louis à l'ordre. Je compris. Pourquoi elle nous espionnait quand, sitôt après sa mort, son homme s'éclata avec des jeunes garçons. Ange gardienne du futur veuve joyeux, elle avait vérifié qu'il ne commit pas d'imprudence avec moi. Et alors c'est là que ça commence. Quand l'entretien fut terminé, Aragon me proposa de me dédicacer un exemplaire de son recueil « Les poètes ». Je l'ai déjà, dis-je. Ah, et quel est votre poème préféré? Demanda-t-il avec un petit sourire, comme s'il me tendait un piège. Second intermède, répondis-je, la bouche pâteuse, avant de bafouiller une strophe, peut-être celle-ci l'une des plus belles de ce chef-d'œuvre absolu de poésie. C'est vrai qu'il y a 4 lignes d'Aragon formidables. Laissez former le chant dans votre bouche. La main frémir de la main qui la touche. Et regardez dans vos miroirs troublés, lever en vous la jeunesse du blé. C'est beau, faut dire. Aragon me déclama son poème du début à la fin. Il y a 10 strophes. Avec de grands gestes des bras, en me tournant autour comme un bourdon avant d'embrocher l'abeille. Quand il eut terminé, il s'approcha pour examiner son effet sur moi. Mon visage était inondé de larmes. Je lui avais fait sa journée. Ce gamin a 21 ans. Il sort de chez Aragon, qui est pour lui un génie total. Crapule stalinienne, Crapule, oui. Génie complet. Mais génie complet poète poétique. énorme. Oui, donc il est là. Le plus grand poète français. Allez, j'y vais toujours. Voilà. Je me lâche. Je les aime tous les autres, mais franchement. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Personne à. Pour moi, c'est la Diane française, peu importe. Et il sort de là
À 21 ans, il se dit, je lui ai fait sa journée. Vous vous rendez compte? Il est là en larmes devant moi. Voilà, Gisbert, c'est ça. C'est qu'il sort de quelqu'un, il lui dit des choses, il peut pleurer devant lui, et derrière, il n'oublie pas ce qu'il pense. Ça, c'est quand même, à 21 ans, il faut le faire, ça. C'était quoi votre... Parce que c'est ça être journaliste. C'est ça être journaliste, au bout du compte. Grand journaliste. Pourquoi j'aime ce métier? Moi, au départ, je voulais être écrivain, je voulais pas être journaliste, donc c'était ma passion, je voulais écrire des romans. J'ai commencé à écrire à 9 ans, noircir des pages, et c'est marrant parce que j'étais un jour avec Le Clésio, c'est pas pour faire du name dropping, mais on parlait de ça, justement, lui aussi, il a commencé à écrire à 9 ans, des tas de trucs, et c'était je lisais du Balzac, et je faisais un petit Balzac, évidemment, à 12 ans, j'ai pas beaucoup les moyens, donc c'était un Balzac de 20 pages, de 12 pages, je sais pas. Mais quand et même. après, je tombais sur Steinbeck, je refaisais un petit Steinbeck, et puis après, je faisais du Céline, je faisais du Céline, du Flaubert, du Dostoïevski, etc. J'ai fait tout ça. Puis je lui ai dit un jour, tu sais, mon premier roman que j'ai pas publié, parce que je l'avais envoyé chez Gallimard, et puis j'avais reçu une réponse, comment dire, je crois que c'était Robert ou Claude. Non, c'était Robert Gallimard, qui était du genre, c'est intéressant, mais il faut qu'on se voie, il y a du boulot. Je lui ai dit, bon, ben, ça va, je suis pas un écrivain, je vais faire autre chose, etc. Et c'est vrai que je me suis allé au journalisme tout à fait par hasard, et j'adore ce métier. Et ce métier, on ne le mène bien qu'avec la liberté. Et c'est-à-dire toujours être sur la ligne jaune et se dire à tout moment, je peux partir. Et je pense que ça a été ma force. Quand je vois des jeunes qui viennent me dire, comment on devient journaliste, comment on fait, eh ben, je veux dire, tu roules sur la ligne jaune, et c'est à prendre ou à laisser, et tu es prêt à chaque moment de ta vie à devenir chauffeur de taxi ou à vendre des légumes ou à je sais pas quoi. C'était votre cas, vraiment? Comment? C'était votre cas, vraiment? Moi, me disais, oui, je veux... j'étais prêt tout le temps à me barrer. C'est-à-dire, là-dessus, La démission en poche. je fais une petite enquête. Ah non, mais facile, coup de sang. Tiens, à l'Observateur, c'est connu. Un jour, et Dieu sait si je m'entendais avec lui. J'adorais. Jean-Daniel. Ouais. Non, Claude Perdriel. Claude Perdriel. Qui avait pris une décision qui était contraire à tout ce que je pensais et qui m'en avait pas parlé. Et puis apparemment, qui maintenait, mais il était loin. Et j'adore Perdriel, c'est un mec génial. C'est vraiment, pour moi, c'est comment dire, c'est le saint du journalisme, Bernard Palissy du journalisme, qui a dépensé tout son argent pour les entreprises de presse. Enfin, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Il faut lui mettre une statue, etc. Je l'adore. Mais j'ai commencé à faire mes valises. Je partais. J'ai fait mes bagages, je suis parti, j'ai fait des trucs. Les gens, ils disaient, mais t'es fou. Et j'étais comme un fou. Je suis comme ça. Voilà. Je suis un peu sanguin par moment. Je ne suis pas colérique, contrairement à mon père, mais je suis très sanguin. Et brusquement, voilà, c'est terminé. Et c'est pas grave. Parce qu'après, je ne vais pas me fâcher. Mais ça, je peux l'avoir fait et je l'ai fait. Je vais vous raconter une dernière anecdote, parce qu'on se quitte là. Déjà ? Oui. Il était à la gare de Lyon ce matin, non, à la gare de Bercy, pour venir ici. Merci, hein, parce que c'était pas facile de venir aujourd'hui. Il était là-bas et il y a quelqu'un, une dame, on va pas dire son nom, qui a pris le train parce qu'il prenait le train. Émilie, oui, absolument. Oui. Ça, c'est quand même le sommet, je trouve. C'est mieux que chef d'État. Oui, je la connais pas, hein, ouais. C'est comme ça. Ouais. C'est mieux que chef d'État. Oui, mais c'est pour ça que les livres ont un avenir. Et tu as eu raison de ce que tu as dit sur les libraires. Parce que pourquoi on se déplace, nous, comme ça ? Pas pour gagner de l'argent, franchement. Oui. C'est pas avec les livres qu'on vend qu'on gagne de l'argent. Pourquoi on se déplace ? On sait qu'on fait gagner de l'argent aux libraires. Moi, je le dis, je m'en cache pas. J'aime bien faire des conférences, j'aime bien le rapport avec le public, j'aime bien écouter les lecteurs. Enfin, il n'y a pas de problème, au contraire, moi, j'aime ça. Mais je veux dire aussi, c'est important parce qu'on a besoin des libraires. Le jour où on n'a plus de libraires, mais c'est la fin. Les gens comme moi, mais c'est fini. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que c'est le jour où tout sera sur Amazon ou ailleurs. Moi, je ne fais pas la guerre parce que je sais très bien que ce soit un autre type de public qui achète des livres comme ça. C'est très bien. Je ne fais pas la guerre. C'est absurde de faire des guerres là-dessus. Mais en même temps, on a besoin des libraires. Il faut des libraires dans ce pays. Et on en a encore beaucoup. Et gardons-les. Et puis, j'espère qu'il y en aura encore plus. Merci. Merci les libraires.